Acte premier de Georges Dandin ou Le mari confondu par Molière. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Personnages. Georges Dandin, riche paysan, mari d'Angélique. Lu par Frédéric Surget. Angélique, femme de Georges Dandin et fille de Monsieur de Sottenville. Lu par Linda Olsen-Vitak, Los Angeles. Monsieur de Sottenville, gentilhomme campagnard, père d'Angélique. Lu par Stéphanie. Madame de Sottenville, lu par Christiane Jehanne. Clitandre, amant d'Angélique, lu par Rémy. Claudine, suivante d'Angélique, lu par Pauline Latournerie. Lubin paysan, servant de Clitandre, lu par Margot. Colomb, valet de Georges Dandin, lu par Todd. Narratif lu par Sonia. La scène est devant la maison de Georges Dandin, à la campagne. Georges Dandin, ou le mari confondu. Acte premier. Scène 1. Georges Dandin. Ah, qu'une femme demoiselle est une étrange affaire, et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier, comme j'ai fait, à la maison d'un gentilhomme. La noblesse de soi est bonne, c'est une chose considérable, assurément, mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne s'y point frotter. Je suis devenu là-dessus savant à mes dépens et connois le style des nobles lorsqu'ils nous font, nous autres, entrer dans leur famille. L'alliance qu'ils font est petite avec nos personnes. C'est notre bien seul qu'ils épousent, et j'aurais bien mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie que de prendre une femme qui se tient au-dessus de moi, s'offense de porter mon nom et pense qu'avec tout mon bien, je n'ai pas assez acheté la qualité de son mari. Georges Dandin, vous avez fait une sottise la plus grande du monde. Ma maison m'est effroyable maintenant, et je n'y rentre point sans y trouver quelque chagrin. Scène 2. Georges Dandin, Lubin. Georges Dandin, à part, voyant sortir Lubin de chez lui. Que diantre ce drôle-là vient-il faire chez moi? Lubin, à part, apercevant Georges Dandin. Voilà un homme qui me regarde. Georges Dandin, à part. Il ne me connoit pas. Lubin, à part. Il se doute de quelque chose. Georges Dandin, à part. Ouais, il a grand-peine à saluer. Lubin, à part. J'ai peur qu'il n'aille dire qu'il m'a vu sortir de là-dedans. Bonjour. Serviteur. Vous n'êtes pas d'ici, que je crois. Non, je n'y suis venu que pour voir la fête de demain. Et dites-moi un peu, s'il vous plaît, vous venez de là-dedans? Chut. Comment? Paix. Quoi donc? Motus, il ne faut pas dire que vous m'ayez vu sortir de là. Pourquoi? Mon Dieu, parce... Mais encore? Doucement. J'ai peur qu'on ne nous écoute. Point. C'est que je viens de parler à la maîtresse du logis, de la part d'un certain monsieur qui lui fait les 12 yeux, et il ne faut pas qu'on sache cela. Entendez-vous? Oui. Voilà la raison. On m'a enchargé de prendre garde que personne ne me vît, et je vous prie, au moins de ne pas dire que vous m'ayez vu. Je n'ai garde. Je suis bien aise de faire les choses secrètement, comme on m'a commandé. C'est bien fait. Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux qui ne veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme, et il fera le diable à 4 si cela venoit à ses oreilles. Vous comprenez bien? Fort bien. Il ne faut pas qu'il sache rien de tout ceci. Sans doute. On le veut tromper tout doucement. Vous entendez bien? Le mieux du monde. Si vous alliez dire que vous m'avez vu sortir de chez lui, vous gâteriez toute l'affaire. Vous comprenez bien? Assurément. Et comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? C'est le seigneur de notre pays, monsieur le vicomte de Chose. Foin. Je ne me souviens jamais comment diantre il baragouine ce nom-là, monsieur Clitande. Est-ce ce jeune courtisan qui demeure? Oui, auprès de ces arbres. Georges Dandin, à part.
C'est pour cela que depuis peu ce damoiseau police est venu loger contre moi. J'avois bon nez, sans doute, et son voisinage déjà m'avoit donné quelques soupçons. Tétigué, c'est le plus honnête homme que vous ayez jamais vu. Il m'a donné 3 pièces d'or pour aller dire seulement à la femme qu'il est amoureux d'elle et qu'il souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Voyez, s'il y a là une grande fatigue pour me payer si bien, et ce qu'est au prix de cela une journée de travail, où je ne gagne que 10 sols. Eh bien, avez-vous fait votre message? Oui, j'ai trouvé là-dedans une certaine Claudine, qui tout du premier coup a compris ce que je voulois, et qui m'a fait parler à sa maîtresse. Georges Dandin, à part. Ah, coquine de servante. Morgienne, cette Claudine-là est tout à fait jolie. Elle a gagné mon amitié, et il ne tiendra qu'à elle que nous ne soyons mariés ensemble. Mais quelle réponse a fait la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Elle m'a dit de lui dire « Attendez, je ne sais si je me souviendrai bien de tout cela, qu'elle lui est tout à fait obligée de l'affection qu'il a pour elle, et qu'à cause de son mari, qui est fantasque, il garde d'en rien faire paroître, et qu'il faudra songer à chercher quelque invention pour se pouvoir entretenir tous deux. » Georges Dandin, à part. Ah, bandarde de femme. Tétiguienne, cela sera drôle, car le mari ne se doutera point de la manigance. Voilà ce qui est de bon. Et il aura un pied de nez avec sa jalousie. Est-ce pas? Cela est vrai. Adieu. Bouche cousue au moins. Gardez bien le secret, afin que le mari ne le sache pas. Oui, oui. Pour moi, je vais faire semblant de rien. Je suis un fin matois, et l'on ne dira pas que j'y touche. Scène 3. Georges Dandin, seul. Eh bien, Georges Dandin, vous voyez de quel air votre femme vous traite. Voilà ce que c'est d'avoir voulu épouser une demoiselle. L'on vous accommode de toutes pièces sans que vous puissiez vous venger. Et la gentilhommerie vous tient les bras liés. L'égalité de conditions laisse du moins à l'honneur d'un mari liberté de ressentiment. Et si c'est toi une paysanne, vous auriez maintenant toutes vous coudées franches à vous en faire la justice à bons coups de bâton. Mais vous avez voulu tâter de la noblesse, et il vous ennuiera d'être maître chez vous. Ah, j'enrage de tout mon cœur, et je me donnerai bien volontiers des soufflets. Quoi? Écouter impudemment l'amour d'un damoiseau, et y promettre en même temps de la correspondance. Morbleu, je ne veux point laisser passer une occasion de la sorte. Il me faut de ce pas aller faire mes plaintes au père et à la mère, et les rendre témoins à telle fin que de raison des sujets de chagrin et de ressentiment que leur fille me donne. Mais les voici l'un et l'autre fort à propos. Scène 4. Monsieur de Sautonville, Madame de Sautonville, Georges Dandin. Qu'est-ce, mon gendre? Vous me paroissez tout troublé. Aussi en ai-je du sujet, et... Mon Dieu, notre gendre, que vous avez peu de civilité de ne pas saluer les gens quand vous les approchez. Ma foi, ma belle-mère, c'est que j'ai d'autres choses en tête, et... Encore? Est-il possible, notre gendre, que vous sachiez si peu votre monde, et qu'il n'y ait pas moyen de vous instruire de la manière qu'il faut vivre parmi les personnes de qualité? Comment? Ne vous déferez-vous jamais, avec moi, de la familiarité de ce mot de ma belle-mère, et ne sauriez-vous vous accoutumer à me dire madame? Parble, si vous m'appelez votre gendre, il me semble que je puis vous appeler ma belle-mère. Il y a fort à dire, et les choses ne sont pas égales. Apprenez, s'il vous plaît, que ce n'est pas à vous servir de ce mot-là avec une personne de ma condition, que, tout notre gendre que vous soyez, il y a grande différence de vous à nous, et que vous devez vous connaître. C'en est assez, m'amour. Laissons cela. Mon Dieu, monsieur de Sautonville, vous avez des indulgences qui n'appartiennent qu'à vous, et vous ne savez pas vous faire rendre par les gens ce qui vous est dû. Corbleu, pardonnez-moi. On ne peut point me faire de leçons là-dessus. Et j'ai su montrer, en ma vie, par 20 actions de vigueur, que je ne suis point homme à démordre jamais d'une partie de mes prétentions. Mais il suffit de lui avoir donné un petit avertissement. Sachons un peu, mon gendre, ce que vous avez dans l'esprit. Puisqu'il faut donc parler catégoriquement, je vous dirai, monsieur de Sautonville, que j'ai lieu de... Doucement, mon gendre. Apprenez qu'il n'est point respectueux d'appeler les gens par leur nom, et qu'à ceux qui sont au-dessus de nous, il faut dire « monsieur » tout court.
Eh bien, monsieur tout court et non plus monsieur de Sautanville, j'ai à vous dire que ma femme me donne... Tout beau. Apprenez aussi que vous ne devez pas dire ma femme quand vous parlez de notre fille. J'enrage. Comment? Ma femme n'est pas ma femme? Oui, notre gendre, elle est votre femme, mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi, et c'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez épousé une de vos pareilles. Georges Dandin, à part. Ah, Georges Dandin, où t'es-tu fourré? Oh, Eh, de grâce, mettez pour un moment votre gentilhommerie à côté et souffrez que je vous parle maintenant comme je pourrais. à part. Oh, diantre soit la tyrannie de toutes ces histoires-là. À monsieur de Sautanville. Je vous dis donc que je suis mal satisfait de mon mariage. Et la raison, mon gendre? Quoi, parler ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages? Et quels avantages, madame, puisque madame y a? L'aventure n'a pas été mauvaise pour vous, car sans moi, vos affaires, avec votre permission, étoient fort délabrées, et mon argent a servi à reboucher d'assez bons trous. Mais moi, de quoi y ai-je profité, je vous prie, que d'un allongement de nom, et au lieu de Georges Dandin d'avoir reçu par vous le titre de monsieur de la Dandinière? Ne comptez-vous pour rien, mon gendre, l'avantage d'être allié à la maison de Sautanville? Et à celle de la Prud'hôterie, dont j'ai l'honneur d'être issu, maison où le ventre anoblit, et qui, par ce beau privilège, rendra vos enfants gentilshommes. Oui, voilà qui est bien. Mes enfants seront gentilshommes, mais je serai cocu, moi, si l'on y met ordre. Que veut dire cela, mon gendre? Cela veut dire que votre fille ne vit pas comme il faut qu'une femme vive, et qu'elle fait des choses qui sont contre l'honneur. Tout beau, prenez garde à ce que vous dites. Ma fille est d'une race trop pleine de vertu pour se porter jamais à faire aucune chose dont l'honnêteté soit blessée. Et de la maison de la Prud'hôterie, il y a plus de 300 ans qu'on n'a point remarqué qu'il y ait eu de femme, Dieu merci, qui ait fait parler d'elle. Corbleu, dans la maison de Sautinville, on n'a jamais vu de coquette, et la bravoure n'y est pas plus héréditaire aux mâles que la chasteté aux femelles. Nous avons eu une Jacqueline de la Prud'hôterie, qui ne voulut jamais être la maîtresse d'un duc et père, gouverneur de notre province. Il y a eu une Mathurine de Sautinville qui refusa 20 000 écus d'un favori du roi, qui ne demandait seulement que la faveur de lui parler. Oh bien, votre fille n'est pas si difficile que cela, et elle s'est apprivoisée depuis qu'elle est chez moi. Expliquez-vous, mon gendre. Nous ne sommes point gens à la supporter dans de mauvaises actions, et nous serons les premiers, sa mère et moi, à vous en faire la justice. Nous n'entendons point raillerie sur les matières de l'honneur, et nous l'avons élevée dans toute la sévérité possible. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il y a ici un certain courtisan, que vous avez vu, qui est amoureux d'elle à ma barbe, et qui lui a fait faire des protestations d'amour qu'elle a très humainement écoutées. Jour de Dieu, je l'étranglerais de mes propres mains s'il fallait qu'elle forlignât de l'honnêteté de sa mère. Corbleu, je lui passerai mon épée au travers du corps, à elle et au galant, si elle avait forfait à son honneur. Je vous ai dit ce qui se passe pour vous faire mes plaintes, et je vous demande raison de cette affaire-là. Ne vous tourmentez point, je vous la ferai de tous deux, et je suis homme pour serrer le bouton à qui que ce puisse être. Mais êtes-vous pas bien sûr aussi de ce que vous nous dites? Très sûr. Prenez bien garde au moins, car entre gentilshommes, ce sont des choses chatouilleuses, et il n'est pas question d'aller faire ici un pas de clerc. Je ne vous ai rien dit, vous dis-je, qui ne soit véritable. M'amour, allez-vous en parler à votre fille, tandis qu'avec mon gendre, j'irai parler à l'homme. Se pourrait-il, mon fils, qu'elle s'oubliât de la sorte après le sage exemple que vous savez vous-même que je lui ai donné? Nous allons éclaircir l'affaire. Suivez-moi, mon gendre, et ne vous mettez pas en peine. Vous verrez de quel bois nous nous chauffons lorsqu'on s'attaque à ceux qui nous peuvent appartenir. Le voici qui vient vers nous. Scène 5. Monsieur de Sautanville qui tendre Georges Dandin. Monsieur, suis-je connu de vous? Non pas que je sache, monsieur. Je m'appelle le baron de Sautinville. Je m'en réjouis fort. Mon nom est connu à la cour, et j'eus l'honneur, dans ma jeunesse, de me signaler des premiers à l'arrière-ban de Nancy. À la bonne heure. Monsieur mon père, Jean-Gilles de Sautinville, eut la gloire d'assister en personne au grand siège de Montauban.
J'en suis ravi. Et j'ai un aïeul, Bertrand de Sautinville, qui fut si considéré en son temps que d'avoir permission de vendre tout son bien pour le voyage d'outre-mer. Je le veux croire. Il m'a été rapporté, monsieur, que vous aimez et poursuivez une jeune personne, qui est ma fille, pour laquelle je m'intéresse. Montrant Georges Dandin. Et pour l'homme que vous voyez, qui a l'honneur d'être mon gendre. Qui? Moi? Oui, et je suis bien aise de vous parler, pour tirer de vous, s'il vous plaît, un éclaircissement de cette affaire. Voilà une étrange médisance. Qui vous a dit cela, monsieur? Quelqu'un qui croit le bien savoir. Ce quelqu'un-là en a menti. Je suis honnête homme. Me croyez-vous capable, monsieur, d'une action aussi lâche que celle-là? Moi, aimer une jeune et belle personne, qui a l'honneur d'être la fille de monsieur le baron de Sautinville? Je vous révère trop pour cela, et suis trop votre serviteur. Quiconque vous l'a dit est un sot. Allons, mon gendre. Quoi? C'est un coquin et un maraud. Monsieur de Sautinville à Georges Dandin. Répondez. Répondez vous-même. Si je savais qui ce peut être, je lui donnerais en votre présence de l'épée dans le ventre. Monsieur de Sautinville à Georges Dandin. Soutenez donc la chose. Elle est toute soutenue, cela est vrai. Est-ce votre gendre, monsieur, qui... Oui, c'est lui-même qui s'en est plaint à moi. Certes, il peut remercier l'avantage qu'il a de vous appartenir, et sans cela, je lui apprendrais bien à tenir de pareils discours d'une personne comme moi. Scène 6. Monsieur et madame de Sautinville, Angélique, Clitandre, Georges Dandin, Claudine. Pour ce qui est de cela, la jalousie est une étrange chose. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Clitandre à Angélique. Est-ce donc vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous? Moi? Et comment lui aurais-je dit? Est-ce que cela est? Je voudrais bien le voir, vraiment, que vous fussiez amoureux de moi. Jouez-vous-y, je vous en prie. Vous trouverez à qui parler. C'est une chose que je vous conseille de faire. Ayez recours pour voir à tous les détours des amants. Essayez un peu, par plaisir, à m'envoyer des ambassades, à m'écrire secrètement de petits billets doux, à épier les moments que mon mari n'y sera pas, ou le temps que je sortirai, pour me parler de votre amour. Vous n'avez qu'à y venir. Je vous promets que vous serez reçu comme il faut. Eh là, madame, tout doucement. Il n'est pas nécessaire de me faire tant de leçons, et de vous tant scandaliser. Qui vous dit que je songe à vous aimer? Que sais-je, moi, ce qu'on me vient conter ici? On dira ce que l'on voudra, mais vous savez si je vous ai parlé d'amour lorsque je vous ai rencontré. Vous n'aviez qu'à le faire. Vous auriez été bienvenu. Je vous assure qu'avec moi vous n'avez rien à craindre, que je ne suis point homme à donner du chagrin aux belles, et que je vous respecte trop, et vous, et messieurs vos parents, pour avoir la pensée d'être amoureux de vous. Madame de Sautinville à Georges Dandin. Eh bien, vous le voyez. Vous voilà satisfait, mon gendre. Que dites-vous à cela? Je dis que ce sont là des contes à dormir debout, que je sais bien ce que je sais, et que tantôt, puisqu'il faut parler net, elle a reçu une ambassade de sa part. Moi, j'ai reçu une ambassade. J'ai envoyé une ambassade. Claudine? Clitandre à Claudine. Est-il vrai? Par ma foi, voilà une étrange fausseté. Taisez-vous, carogne que vous êtes, je sais de vos nouvelles, et c'est vous qui tantôt avez introduit le courrier. Qui? Moi? Oui, vous. Ne faites point tant la sucrée. Hélas, que le monde aujourd'hui est rempli de méchanceté, de m'aller soupçonner ainsi, moi qui suis l'innocence même. Taisez-vous, bonne pièce, vous faites la sournoise, mais je vous connois il y a longtemps, et vous êtes une dessalée. Claudine à Angélique. Madame, est-ce que... Taisez-vous, vous dis-je, vous pourriez bien porter la folle en chair de tous les autres, et vous n'avez point de père gentilhomme. C'est une imposture si grande et qui me touche si fort au cœur que je ne puis pas même avoir la force d'y répondre. Cela est bien horrible d'être accusé par un mari
lorsqu'on ne lui fait rien qui ne soit à faire. Hélas! Si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en user trop bien avec lui. Assurément. Tout mon malheur est de le trop considérer, et plût au ciel que je fusse capable de souffrir, comme il dit, les galanteries de quelqu'un. Je ne serais pas tant à plaindre. Adieu, je me retire, et je ne puis plus endurer qu'on m'outrage de cette sorte. Scène 7. Monsieur et Madame de Sautonville, Clitandre, Georges Dandin, Claudine. Madame de Sautonville à Georges Dandin. Allez, vous ne méritez pas l'honnête femme qu'on vous a donnée. Par ma foi, il mériterait qu'elle lui fît dire vrai. Et si j'étais en sa place, je n'y marchanderais pas. À Clitandre. Oui, monsieur. Vous devez, pour le punir, faire l'amour à ma maîtresse. Poussez, c'est moi qui vous le dis. Ce sera fort bien employé. Et je m'offre à vous y servir, puisqu'il m'en a déjà taxé. Claudine sort. Vous méritez, mon gendre, qu'on vous dise ces choses-là. Et votre procédé met tout le monde contre vous. Allez, songez à mieux traiter une demoiselle bien née, et prenez garde désormais à ne plus faire de pareilles bévues. Georges Dandin, à part. J'enrage de bon cœur d'avoir tort lorsque j'ai raison. Scène 8. Monsieur de Sautonville, Clitandre, Georges Dandin. Clitandre à Monsieur de Sautonville. Monsieur, vous voyez comme j'ai été faussement accusé. Vous êtes homme qui savez les maximes du point d'honneur, et je vous demande raison de l'affront qui m'a été fait. Cela est juste, et c'est l'ordre des procédés. Allons, mon gendre, faites satisfaction à monsieur. Comment? Satisfaction? Oui, cela se doit dans les règles, pour l'avoir à tort accusé. C'est une chose, moi, dont je ne demeure pas d'accord de l'avoir à tort accusé, et je sais bien ce que j'en pense. Il n'importe. Quelque pensée qui vous puisse rester, il a nié. C'est satisfaire les personnes. Et l'on n'a nul droit de se plaindre de tout homme qui se dédie. Si bien donc que si je le trouve couché avec ma femme, il en se roi quitte pour se dédire. Point de raisonnement. Faites-lui les excuses que je vous dis. Moi, je lui ferai encore des excuses après. Allons, vous dis-je. Il n'y a rien à balancer. Et vous n'avez que faire d'avoir peur d'en trop faire, puisque c'est moi qui vous conduis. Je ne saurois. Corbleu, mon gendre, ne m'échauffez pas la bile. Je me mets 3 avec lui contre vous. Allons, laissez-vous gouverner par moi. Georges Dandin, à part. Ah, Georges Dandin. Votre bonnet à la main, le premier. Monsieur est gentilhomme, et vous ne l'êtes pas. Georges Dandin, à part, le bonnet à la main. J'enrage. Répétez après moi. Monsieur, Monsieur. je vous demande pardon. Voyant que Georges Dandin fait difficulté de lui obéir. Ah! Je vous demande pardon. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. Ce que je n'avois pas l'honneur de vous connoître. C'est que je n'avois pas l'honneur de vous connoître. Et je vous prie de croire Et je vous prie de croire. que je suis votre serviteur. Voulez-vous que je sois serviteur d'un homme qui veut me faire cocu? Monsieur de Sautonville, le menaçant encore. Ah! Il suffit, monsieur. Non, je veux qu'il achève, et que tout aille dans les formes. Que je suis votre serviteur. Que je suis votre serviteur. Clitandre à Georges Dandin. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur, et je ne songe plus à ce qui s'est passé. À Monsieur de Sautonville. Pour vous, monsieur, je vous donne le bonjour, et suis fâché du petit chagrin que vous avez eu. Je vous baise les mains, et quand il vous plaira, je vous donnerai le divertissement de courir un lièvre. C'est trop de grâce que vous me faites. Clitandre sort. Voilà, mon gendre, comme il faut pousser les choses. Adieu. Sachez que vous êtes entré dans une famille qui vous donnera de l'appui, et ne souffrira point qu'on ne vous fasse aucun affront. Scène 9. Georges Dandin seul. Ah, que je... Vous l'avez voulu, Georges de Dandin, vous l'avez voulu. Cela vous sied fort bien, et vous voilà ajusté comme il faut. Vous avez justement ce que vous méritez.
Allons, il s'agit seulement de désabuser le père et la mère, et je pourrais trouver peut-être quelques moyens d'y réussir. Fin du premier acte. Acte second de Georges Dandin ou le mari confondu par Molière. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Acte second. Scène 1. Claudine Lubin. Oui, j'ai bien deviné qu'il fallait que cela vînt de toi, et que tu l'eusses dit à quelqu'un qui l'ait rapporté à notre maître. Par ma foi, je n'en ai touché qu'un petit mot en passant à un homme, afin qu'il ne dît point qu'il m'avoit vu sortir. Il faut que les gens en ce pays-ci soient de grands babillards. Vraiment, ce monsieur le vicomte a bien choisi son monde que de te prendre pour son ambassadeur, et il s'est allé servir là d'un homme bien chanceux. Va, une autre fois je serai plus fin, et je prendrai mieux garde à moi. Oui, oui, il sera temps. Ne parlons plus de cela. Écoute. Que veux-tu que j'écoute? Tourne un peu ton visage de vers moi. Eh bien, qu'est-ce? Claudine. Quoi? Et, là, ne sais-tu pas bien ce que je veux dire? Non. Morguet, je t'aime. Tout de bon? Oui, le diable m'emporte. Tu me peux croire, puisque j'en jure. À la bonne heure. Je me sens tout tribouiller le cœur quand je te regarde. Je m'en réjouis. Comment est-ce que tu fais pour être si jolie? Je fais comme font les autres. Vois-tu, il ne faut point tant de beurre pour faire un carton. Si tu veux, tu seras ma femme, je serai ton mari, et nous serons tous deux mari et femme. Tu serais peut-être jaloux, comme notre maître. Point. Pour moi, je hais les maris soupçonneux, et j'en veux un qui ne s'épouvante de rien, un si plein de confiance, et si sûr de ma chasteté, qu'il me vit sans inquiétude au milieu de 30 hommes. Eh bien, je serai tout comme cela. C'est la plus sotte chose du monde que de se défier d'une femme et de la tourmenter. La vérité de l'affaire est qu'on n'y gagne rien de bon. Cela nous fait songer à mal, et ce sont souvent les maris qui, avec leur vacarme, se font eux-mêmes ce qu'ils sont. Eh bien, je te donnerai la liberté de faire tout ce qu'il te plaira. Voilà comme il faut faire pour n'être point trompé. Lorsqu'un mari se met à notre discrétion, nous ne prenons de liberté que ce qu'il nous en faut, et il en est comme avec ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent « Prenez ». Nous en usons honnêtement, et nous nous contentons de la raison. Mais ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tondre, et nous ne les épargnons point. Va, je serai de ceux qui ouvrent leur bourse, et tu n'as qu'à te marier avec moi. Eh bien, bien, nous verrons. Viens donc ici, Claudine. Que veux-tu? Viens, te dis-je. Ah, doucement, je n'aime pas les patineurs. Et un petit brin d'amitié. Laisse-moi là, te dis-je, je n'entends pas raillerie. Claudine. Claudine repoussant Lubin. Hé! Ah, que tu es rude à pauvres gens. Fi, que cela est malhonnête de refuser les personnes. N'as-tu point de honte d'être belle et de ne vouloir pas qu'on te caresse? Et là. Je te donnerai sur le nez. Oh, la farouche, la sauvage. Fi, pouah, la vilaine qui est cruelle. Tu t'émancipes trop. Qu'est-ce que cela te coûtera de me laisser un peu faire? Il faut que tu te donnes patience. Un petit baiser seulement, en rabattant sur notre mariage. Je suis votre servante. Claudine, je t'en prie. Sur les, tends-moi. Hé, que nenni! J'y ai déjà été attrapée. Adieu. Va-t'en, et dis à monsieur le vicomte que j'aurai soin de rendre son billet. Adieu. Beauté rude ânière. Le mot est amoureux. Adieu, rocher, cailloux, pierre de taille, et tout ce qu'il y a de plus dur au monde. Claudine seule. Je vais remettre aux mains de ma maîtresse, mais la voici, avec son mari. Éloignons-nous et attendons qu'elle soit seule. Scène 2. Georges Dandin, Angélique. Non, non, on ne m'abuse pas avec tant de facilité. Et je ne suis que trop certain que le rapport que l'on m'a fait est véritable. J'ai de meilleurs yeux qu'on ne pense, et votre galimatia ne m'a point tantôt ébloui.
Scène 3. Clitandre, Angélique, Georges Dandin. Clitandre, à part, dans le fond du théâtre. Ah, la voilà. Mais le mari est avec elle. Georges Dandin, sans voir Clitandre. Au travers de toutes vos grimaces, j'ai vu la vérité de ce que l'on m'a dit, et le peu de respect que vous avez pour le nœud qui nous joint. Clitandre et Angélique se saluent. Mon Dieu, laissez là votre révérence, ce n'est pas de ces sortes de respect dont je vous parle, et vous n'avez que faire de vous moquer. Moi? Me moquer? En aucune façon. Je sais votre pensée, et Connoir. Clitandre et Angélique se saluent encore. Encore? Ah, ne raillons pas davantage. Je n'ignore pas qu'à cause de votre noblesse, vous me tenez fort au-dessous de vous, et le respect que je veux dire ne regarde point ma personne. J'entends parler de celui que vous devez à des nœuds aussi vénérables que le sont ceux du mariage. Angélique fait signe à Clitandre. Il ne faut point lever les épaules, et je ne dis point de sottises. Qui songe à lever les épaules? Mon Dieu, nous voyons clair. Je vous dis encore une fois que le mariage est une chaîne à laquelle on doit porter toutes sortes de respect, et que c'est fort mal fait à vous d'en user comme vous faites. Angélique fait signe de la tête à Clitandre. Oui, mal fait à vous, et vous n'avez que faire de hocher la tête et de me faire la grimace. Moi? Je ne sais ce que vous voulez dire. Je le sais fort bien, moi, et vos mépris me sont connus. Si je ne suis pas né noble, au moins suis-je d'une race où il n'y a point de reproche, et la famille des Dandin... Clitandre, derrière Angélique, sans être aperçu de Georges Dandin. Un moment d'entretien. Georges Dandin, sans voir Clitandre. Et? Quoi? Je ne dis mot. Georges Dandin tourne autour de sa femme, et Clitandre se retire, en faisant une grande révérence à Georges Dandin. Scène 4. Georges Dandin, Angélique. Le voilà qui vient rôder autour de vous. Eh bien, est-ce ma faute? Que voulez-vous que j'y fasse? Je veux que vous y fassiez ce que fait une femme qui ne veut plaire qu'à son mari. Quoi qu'on en puisse dire, les galants n'obsèdent jamais que quand on le veut bien. Il y a un certain air doucereux qui les attire, ainsi que le miel fait les mouches. Et les honnêtes femmes ont des manières qui les savent chasser d'abord. Moi? Les chasser? Et par quelle raison? Je ne me scandalise point qu'on me trouve bien faite. Et cela me fait du plaisir. Oui, mais quel personnage voulez-vous que joue un mari pendant cette galanterie? Le personnage d'un honnête homme qui est bien aise de voir sa femme considérée. Je suis votre valet. Ce n'est pas là mon compte, et les Dandins ne sont point accoutumés à cette mode-là. Ah, les Dandins s'y accoutumeront s'ils veulent, car, pour moi, je vous déclare que mon dessein n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive dans un mari. Comment? Parce qu'un homme s'avise de nous épouser, il faut d'abord que toute chose soit finie pour nous et que nous rompions tout commerce avec les vivants? C'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris, et je les trouve bons de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements et qu'on ne vive que pour eux. Je me moque de cela et ne veux point mourir si jeune. C'est ainsi que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez donnés publiquement? Moi? Je ne vous l'ai point donné de bon cœur, et vous me l'avez arraché. M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement? Et si je voulais bien de vous, vous n'avez consulté pour cela. Que mon père et ma mère, ce sont eux, proprement, qui vous ont épousé, et c'est pourquoi vous ferez bien de vous plaindre toujours à eux des torts que l'on pourra vous faire. Pour moi, qui ne vous ai point dit de vous marier avec moi, et que vous avez prise sans consulter mes sentiments, je prétends n'être point obligé à me soumettre en esclave à vos volontés, et je veux jouir, s'il vous plaît, de quelque nombre de beaux jours que m'offre la jeunesse, prendre les douces libertés que l'âge me permet, voir un peu le beau monde et goûter le plaisir de m'ouïr dire des douceurs. Préparez-vous-y pour votre punition.
et rendez grâce au ciel de ce que je ne suis pas capable de quelque chose de pis. Oui, c'est ainsi que vous le prenez. Je suis votre mari et je vous dis que je n'entends pas cela. Moi, je suis votre femme, et je vous dis que je l'entends. Georges Dandin, à part. Il me prend des tentations d'accommoder tout son visage à la compote et le mettre en état de ne plaire de sa vie aux 10 heures de fleurette. Ah! Allons, Georges Dandin, je ne pourrai me retenir, et il vaut mieux quitter la place. Scène 5. Angélique, Claudine. J'avais, madame, impatience qu'il s'en allât, pour vous rendre ce mot de la part que vous savez. Voyons. Elle lit bas. Claudine, à part. À ce que je puis remarquer, ce qu'on lui dit ne lui déplaît pas trop. Ah, Claudine, que ce billet s'explique d'une façon galante, que, dans tous leurs discours et dans toutes leurs actions, les gens de cour ont un air agréable. Et qu'est-ce que c'est, auprès d'eux, que nos gens de province? Je crois qu'après les avoir vus, les Dandins ne vous plaisent guère. Demeure ici, je m'en vais faire la réponse. Claudine, seule. Je n'ai pas besoin que je pense de lui recommander de la faire agréable. Mais voici... Scène 6. Clitandre, Lubin, Claudine. Vraiment, monsieur, vous avez pris là un habile messager. Je n'ai pas osé envoyer de mes gens. Mais, ma pauvre Claudine, il faut que je te récompense des bons offices que je sais que tu m'as rendus. Il fouille dans sa poche. Eh, monsieur, il n'est pas nécessaire. Non, monsieur, vous n'avez que faire de vous donner cette peine-là, et je vous rends service parce que vous le méritez, et que je me sens au cœur de l'inclination pour vous. Clitandre, donnant de l'argent à Claudine. Je te suis obligé. Lubin à Claudine. Puisque nous serons mariés, donne-moi cela, que je le mette avec le mien. Je te le garde, aussi bien que le baiser. Clitandre à Claudine. Dis-moi, as-tu rendu mon billet à ta belle maîtresse? Oui, elle est allée y répondre. Mais, Claudine, n'y a-t-il pas moyen que je la puisse entretenir? Oui, venez avec moi. Je vous ferai parler à elle. Mais le trouvera-t-elle bon? Et n'y a-t-il rien à risquer? Non, non. Son mari n'est pas au logis, et puis ce n'est pas lui qu'elle a le plus à ménager, c'est son père et sa mère. Et pourvu qu'ils soient prévenus, tout le reste n'est point à craindre. Je m'abandonne à ta conduite. Lubin, seul. Tétigouine, que j'aurai là une habile femme. Elle a de l'esprit comme 4. Scène 7. Georges Dandin, Lubin. Georges Dandin, bas, à part. Voici mon homme de tantôt. Plût au ciel qui pût se résoudre à vouloir rendre témoignage au père et à la mère de ce qu'ils ne veulent point croire. Ah, vous voilà, monsieur le babillard, à qui j'avois tant recommandé de ne point parler, et qui me l'aviez tant promis. Vous êtes donc un causeur, et vous allez redire ce que l'on vous dit en secret? Moi? Oui, vous avez été tout rapporté au mari, et vous êtes cause qu'il a fait du vacarme. Je suis bien aise de savoir que vous avez de la langue, et cela m'apprendra à ne vous plus rien dire. Écoute, mon ami. Si vous n'aviez point babillé, je vous aurais raconté ce qui se passe à cette heure. Mais, pour votre punition, vous ne saurez rien du tout. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Voilà ce que c'est d'avoir causé. Vous n'en tâterez plus, et je vous laisse sur la bonne bouche. Arrête un peu. Point. Je ne te veux dire qu'un mot. Néna, Néna, vous avez envie de me tirer les vers du nez. Non, ce n'est pas cela. Et, quelque sot, je vous vois venir. C'est autre chose. Écoute. Point d'affaire. Vous voudriez que je vous dise que monsieur le vicomte vient de donner de l'argent à Claudine, et qu'elle l'a mené chez sa maîtresse. Mais je ne suis pas si bête. De grâce. Non. Je te donnerai. Tarare. Scène 8. Georges Dandin, seul. Je n'ai pu me servir avec cet innocent de la pensée que j'avoue, mais le nouvel avis qui lui est échappé fera la même chose, et si le galant est chez moi, ce sera pour avoir raison aux yeux du père et de la mère, et les convaincre pleinement de l'effronterie de leur fille. Le mal de tout ceci, c'est que je ne sais comment faire pour profiter d'un tel avis. Si je rentre chez moi, je ferai évader le drôle. Et quelque chose que je puisse voir moi-même de mon déshonneur, je n'en serai point cru à mon serment,
et l'on me dira que je rêve. Si d'autre part je vais quérir beau-père et belle-mère, sans être sûr de trouver chez moi le galant, ce sera la même chose, et je retomberai dans l'inconvénient de tantôt. Pourrais-je point m'éclaircir doucement s'il y est encore? Après avoir été regardé par le trou de la serrure. Ah, ciel, il n'en faut plus douter, et je viens de l'apercevoir par le trou de la porte. Le sort me donne ici de quoi confondre ma partie, et pour achever l'aventure, il fait venir à point nommé les juges dont j'avois besoin. Scène 9. Monsieur et Madame de Sautanville, Georges Dandin. Enfin, vous ne m'avez pas voulu croire tantôt, et votre fille l'a emporté sur moi. Mais j'ai en main de quoi vous faire voir comme elle m'accommode, et Dieu merci, mon déshonneur est si clair maintenant que vous n'en pourrez plus douter. Comment, mon gendre? Vous êtes encore là-dessus? Oui, j'y suis, et jamais je n'eus tant de sujet d'y être. Vous nous venez encore étourdir la tête? Oui, madame, et l'on fait bien pis à la mienne. Ne vous lassez-vous point de vous rendre importun? Non, mais je me lasse fort d'être pris pour dupe. Ne voulez-vous point vous défaire de vos pensées extravagantes? Non, madame, mais je voudrais bien me défaire d'une femme qui me déshonore. Jour de Dieu, notre gendre, apprenez à parler. Corbleu, cherchez des termes moins offensants que cela. Marchand qui perd ne peut rire. Souvenez-vous que vous avez épousé une demoiselle. Je m'en souviens assez, et ne m'en souviendrai que trop. Si vous vous en souvenez, songez donc à parler d'elle avec plus de respect. Mais que ne songe-t-elle plutôt à me traiter plus honnêtement? Quoi? Parce qu'elle est demoiselle, il faut qu'elle ait la liberté de me faire ce qui lui plaît, sans que j'ose souffler? Qu'avez-vous donc? Et que pouvez-vous dire? N'avez-vous pas vu, ce matin, qu'elle s'est défendue de connoître celui dont vous m'étiez venu parler? Oui, mais vous, que pourrez-vous dire si je vous fais voir maintenant que le galant est avec elle? Avec elle? Oui, avec elle, et dans ma maison. Dans votre maison? Oui, dans ma propre maison. Si cela est, nous serons pour vous, contre elle. Oui, l'honneur de notre famille nous est plus cher que toute chose, et si vous dites vrai, nous la renoncerons pour notre sang, et l'abandonnerons à votre colère. Vous n'avez qu'à me suivre. Gardez de vous tromper. N'allez pas faire comme tantôt. Mon Dieu, vous allez voir. Montrant Clitandre, qui sort avec Angélique. Tenez, ai-je menti? Scène 10. Angélique, Clitandre, Claudine, Monsieur de Sautanville, Madame de Sautanville avec Georges Dandin dans le fond du théâtre. Angélique à Clitandre. Adieu. J'ai peur qu'on ne vous surprenne ici, et j'ai quelques mesures à garder. Promettez-moi donc, madame, que je pourrai vous parler cette nuit. J'y ferai mes efforts. Georges Dandin à Monsieur et à Madame de Sautanville. Approchons doucement par derrière, et tâchons de n'être point vus. Claudine à Angélique. Ah, madame, tout est perdu. Voilà votre père et votre mère accompagnés de votre mari. Ah, ciel! Angélique bas à Clitandre et à Claudine. Ne faites pas semblant de rien, et me laissez faire tous deux. Haut à Clitandre. Quoi? Vous osez en user de la sorte, après l'affaire de tantôt, et c'est ainsi que vous dissimulez vos sentiments? On me vient rapporter que vous avez de l'amour pour moi, et que vous faites des desseins de me solliciter. J'en témoigne mon dépit, et m'explique à vous clairement, en présence de tout le monde. Vous niez hautement la chose, et me donnez parole de n'avoir aucune pensée de m'offenser. Et cependant, le même jour, vous prenez la hardiesse de venir chez moi, me rendre visite, de me dire que vous m'aimez, et de me faire sans sot compte, pour me persuader de répondre à vos extravagances, comme si j'étais femme à violer la foi que j'ai donnée à mon mari, et m'éloigner jamais de la vertu que mes parents m'ont enseignée. Si mon père savait cela, il vous apprendrait bien à tenter de ces entreprises. Mais une honnête femme n'aime point les éclats. Je n'ai garde de lui en rien dire. Après avoir fait signe à Claudine d'apporter un bâton. Et je veux vous montrer que toute femme que je suis
j'ai assez de courage pour me venger moi-même des offenses que l'on m'a faites. L'action que vous avez faite n'est pas d'un gentilhomme, et ce n'est pas en gentilhomme aussi que je veux vous traiter. Angélique prend le bâton et le lève sur Clitandre, qui se range de façon que les coups tombent sur Georges Dandin. Clitandre criant comme s'il avait été frappé. « Ah! 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 Doucement !» Scène 11. Monsieur et madame de Sautonville, Angélique, Georges Dandin, Claudine. Fort, madame, frappez comme il faut. Angélique, faisant semblant de parler à Clitandre. S'il vous demeure quelque chose sur le cœur, je suis pour vous répondre. Apprenez à qui vous vous jouez. Angélique, faisant l'étonnée. Ah, mon père, vous êtes là? Oui, ma fille, et je vois qu'en sagesse et en courage, tu te montres un digne rejeton de la maison de Sautinville. Viens ça, approche-toi, que je t'embrasse. Embrasse-moi aussi, ma fille. Lasse, je pleure de joie et reconnais mon sang aux choses que tu viens de faire. Mon gendre, que vous devez être ravi, et que cette aventure est pour vous pleine de douceur. Vous aviez un juste sujet de vous alarmer, mais vos soupçons se trouvent dissipés le plus avantageusement du monde. Sans doute, notre gendre, et vous devez maintenant être le plus content des hommes. Assurément, voilà une femme, celle-là. Vous êtes trop heureux de la voir, et vous devriez baiser les pas où elle passe. Georges Dandin, à part. Traîtresse. Qu'est-ce, mon gendre? Que ne remerciez-vous pas un peu votre femme de l'amitié que vous voyez qu'elle montre pour vous? Non, non, mon père, il n'est pas nécessaire. Il ne m'a aucune obligation de ce qu'il vient de voir, et tout ce que j'en fais n'est que pour l'amour de moi-même. Où allez-vous, ma fille? Je me retire, mon père, pour ne me voir point obligée à recevoir ses compliments. Claudine, à Georges Dandin. Elle a raison d'être en colère. C'est une femme qui mérite d'être adorée. Vous ne la traitez pas comme vous devriez. Georges Dandin, à part. C'est les rats. Scène 12. Monsieur et madame de Sautonville, Georges Dandin. C'est un petit ressentiment de l'affaire de tantôt, et cela se passera avec un peu de caresse que vous lui ferez. Adieu, mon gendre. Vous voilà en état de ne vous plus inquiéter. Allez-vous en faire la paix ensemble, et tâchez de l'apaiser par des excuses de votre emportement. Vous devez considérer que c'est une jeune fille élevée à la vertu, et qui n'est point accoutumée à se voir soupçonnée d'aucune vilaine action. Adieu, je suis ravi de voir vos désordres finis, et des transports de joie que vous doit donner sa conduite. Scène 13. Georges Dandin. Je ne dis mot, car je ne gagne au roi rien à parler, et jamais il ne s'est rien vu d'égal à ma disgrâce. Oui, j'admire mon malheur et la subtile adresse de ma carogne de femme pour se donner toujours raison et me faire avoir tort. Est-il possible que toujours j'aurai du dessous avec elle, que les apparences toujours tourneront contre moi, et que je ne parviendrai point à convaincre mon effronté? Ô ciel, seconde mes desseins et m'accorde la grâce de faire voir aux gens que l'on me déshonore. Fin du second acte. Acte troisième de Georges Dandin ou le mari confondu par Molière. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Acte troisième. Scène 1. Clitandre, Lubin. La nuit est avancée et j'ai peur qu'il ne soit trop tard. Je ne vois point à me conduire. Lubin! Monsieur? Est-ce par ici? Je pense que oui. Morgue. Voilà une sotte nuit, d'être si noir que cela. Elle a tort, assurément. Mais si d'un côté elle nous empêche de voir, elle empêche de l'autre que nous ne soyons vus. Vous avez raison. Elle n'a pas tant de tort. Je voudrais bien savoir, monsieur, vous qui êtes savant, pourquoi il ne fait point jour la nuit. C'est une grande question et qui est difficile. Tu es curieux, Lubin. Oui, si j'avois étudié, j'aurais été songer à des choses où on n'a jamais songé. Je le crois. Tu as la mine d'avoir l'esprit subtil et pénétrant. Cela est vrai. Tenez, j'explique du latin.
quoique jamais je ne l'ai appris. Et voyant l'autre jour, écrit sur une grande porte collégium, je devinai que cela vouloit dire collège. Cela est admirable. Tu sais donc lire, Lubin? Oui, je sais lire la lettre moulée, mais je n'ai jamais su apprendre à lire l'écriture. Nous voici contre la maison. Après avoir frappé dans ses mains. C'est le signal que m'a donné Claudine. Par ma foi, c'est une fille qui vaut de l'argent, et je l'aime de tout mon cœur. Aussi t'ai-je amené avec moi pour l'entretenir. Monsieur, je vous suis. Chut, j'entends quelque bruit. Scène 2. Angélique, Claudine, Clitandre, Lubin. Claudine, Eh bien, laisse la porte entr'ouverte. voilà qui est fait. Scène de nuit. Les acteurs se cherchent les uns les autres dans l'obscurité. Clitandre à Lubin. Ce sont elles. Sst. Sst, Sst, sst. Clitandre à Claudine, qu'il prend pour Angélique. Madame. Angélique à Lubin, qu'elle prend pour Clitandre. quoi? Lubin à Angélique, qu'il prend pour Claudine. Claudine, Claudine à Clitandre, qu'elle prend pour Lubin. Qu'est-ce? Clitandre à Claudine, croyant parler à Angélique. Ah, madame, que j'ai de joie. Lubin à Angélique, croyant parler à Claudine. Claudine, ma pauvre Claudine. Claudine à Clitandre. Doucement, monsieur. Angélique à Lubin. Tout beau, Lubin. Est-ce toi, Claudine? Oui, Est-ce vous, madame? Oui, Claudine à Clitandre. vous avez pris l'une pour l'autre. Lubin à Angélique. Ma foi, la nuit on y voit goutte. est-ce pas vous, Clitandre? Oui, madame. Mon mari ronfle comme il faut, et j'ai pris ce temps pour nous entretenir ici. Cherchons quelques lieux pour nous asseoir. C'est fort bien avisé. Angélique, Clitandre et Claudine vont s'asseoir dans le fond du théâtre. Lubin cherchant Claudine. Claudine, où est-ce que tu es? Scène 3. Angélique, Clitandre, Claudine, assis au fond du théâtre. Georges Dandin, à moitié déshabillé. Lubin. Georges Dandin, à part. J'ai entendu descendre ma femme, et je me suis vite habillé pour descendre après elle. Où peut-elle être allée? Sera-t-elle sortie? Lubin, cherchant Claudine et prenant Georges Dandin pour Claudine. Où es-tu donc, Claudine? Ah, te voilà. Par ma foi, ton maître est plaisamment attrapé, et je trouve ceci aussi drôle que les coups de bâton de tantôt, dont on m'a fait récit. Ta maîtresse dit qu'il ronfle, à cette heure, comme tous les diantres, et il ne sait pas que monsieur le vicomte et elle sont ensemble pendant qu'il dort. Je voudrais bien savoir quel songe il fait maintenant. Cela est tout à fait risible. De quoi s'avise-t-il aussi d'être jaloux de sa femme, et de vouloir qu'elle soit à lui tout seul? C'est un impertinent, et monsieur le vicomte lui fait trop d'honneur. Tu ne dis mot, Claudine. Allons, suivons-les, et me donne ta petite menotte, que je la baise. Ah, que cela est doux. Il me semble que je mange des confitures. À Georges Dandin, qu'il prend toujours pour Claudine et qui le repousse rudement. Dieu! Comme vous y allez. Voilà une petite menotte qui est un peu bien rude. Qui va là? Personne. Il fuit et me laisse informer de la nouvelle perfidie de ma coquine. Allons, il faut que, sans tarder, j'envoie appeler son père et sa mère, et que cette aventure me serve à me faire séparer d'elle. Oh là! Colin! Colin! Scène 4. Angélique, Clitandre, Claudine, Lubin, assis au fond du théâtre, Georges Dandin, Colin. Colin, à la fenêtre. Monsieur, Allons, vite, ici-bas! Colin, sautant par la fenêtre. me voilà. On ne peut pas plus vite. Tu es là? Oui, monsieur. Pendant que Georges Dandin va chercher Colin du côté où il a entendu sa voix, Colin passe de l'autre et s'endort. Georges Dandin, se tournant du côté où il croit qu'est Colin. Doucement, parle bas, écoute. Va-t'en chez mon beau-père et ma belle-mère, et dis que je les prie très instamment de venir tout à l'heure ici. Entends-tu? Hé, Colin! Colin!
Colin, de l'autre côté, se réveillant. Monsieur? Où diable es-tu? Ici. Peste soit du maroufle qui s'éloigne de moi. Pendant que Georges Dandin retourne du côté où il croit que Colin est resté, Colin, à moitié endormi, passe de l'autre côté et se rendort. Je te dis que tu ailles de ce pas trouver mon beau-père et ma belle-mère et leur dire que je les conjure de se rendre ici tout à l'heure. M'entends-tu bien? Réponds! Colin! Colin! Colin, de l'autre côté, se réveillant. Monsieur? Voilà un pendard qui me fera enrager. Viens-t'en à moi! Ils se rencontrent et tombent tous deux. Ah, le traître, il m'a estropié! Où est-ce que tu es? Approche, que je te donne 1000 coups. Je pense qu'il me fuit. Assurément. Veux-tu venir? Nenni, ma foi. Viens, te dis-je. Bon, vous me voulez battre. Eh bien, non, je ne te ferai rien. Assurément. Oui, approche. À Colin, qu'il tient par le bras. Bon, tu es bien heureux de ce que j'ai besoin de toi. Va-t'en vite de ma part, prier mon beau-père et ma belle-mère de se rendre ici le plus tôt qu'ils pourront, et leur dis que c'est pour une affaire de la dernière conséquence, et s'ils voient quelques difficultés à cause de l'heure, ne manque pas de les presser et de leur bien faire entendre qu'il est très important qu'ils viennent, en quelque état qu'ils soient. Tu m'entends bien maintenant? Oui, monsieur. Va vite, et reviens de même. Se croyant seul, Et moi, je vais rentrer dans ma maison, attendant que... Mais j'entends quelqu'un. Ne se roisse point ma femme? Il faut que j'écoute et me serve de l'obscurité qu'il fait. Georges Dandin se range près de la porte de sa maison. Scène 5. Angélique, Clitandre, Claudine, Lubin, Georges Dandin. Angélique à Clitandre. Adieu. Il est temps de se retirer. Quoi? Si tôt? Nous nous sommes assez entretenus. Ah, madame, puis-je assez vous entretenir et trouver en si peu de temps toutes les paroles dont j'ai besoin? Il me faudrait des journées entières pour me bien expliquer à vous de tout ce que je sens, et je ne vous ai pas dit encore la moindre partie de ce que j'ai à vous dire. Nous en écouterons une autre fois davantage. Hélas, de quel coup me percez-vous l'âme lorsque vous parlez de vous retirer? Et avec combien de chagrin m'allez-vous laisser maintenant? Nous trouverons moyen de nous revoir. Oui, mais je songe qu'en me quittant, vous allez trouver un mari. Cette pensée m'assassine, et les privilèges qu'ont les maris sont des choses cruelles pour un amant qui aime bien. Serez-vous assez faible pour avoir cette inquiétude? Et pensez-vous qu'on soit capable d'aimer de certains maris qu'il y a? On les prend parce qu'on s'en peut défendre et que l'on dépend de parents qui n'ont des yeux que pour le bien. Mais on sait leur rendre justice et l'on se moque fort de les considérer au-delà de ce qu'ils méritent. Georges Dandin à part. Voilà nos carognes de femmes. Ah, qu'il faut avouer que celui qu'on vous a donné était peu digne de l'honneur qu'il a reçu, et que c'est une étrange chose que l'assemblage qu'on a fait d'une personne comme vous avec un homme comme lui. Georges Dandin à part. Pauvre Marie, voilà comme on nous traite. Vous méritez sans doute une toute autre destinée, et le ciel ne vous a point faite pour être la femme d'un paysan. Plutôt au ciel, fût-elle la tienne, tu changeras bien de langage. Rentrons, c'en est assez. Georges Dandin, étant rentré, ferme la porte en dedans. Scène 6. Angélique, Clitandre, Claudine, Lubin. Madame, si vous avez à dire du mal de votre mari, dépêchez vite, car il est tard. Ah, Claudine, que tu es cruelle. Angélique à Clitandre. Elle a raison, séparons-nous. Il faut donc s'y résoudre, puisque vous le voulez. Mais au moins, je vous conjure de me plaindre un peu des méchants moments que je vais passer. Adieu. Où es-tu, Claudine? Que je te donne le bonsoir. Va, va, je le reçois de loin et je t'en renvoie autant. Scène 7. Angélique, Claudine. Rentrons sans faire de bruit. La porte s'est fermée. J'ai le passe-partout. Ouvrez donc doucement. On a fermé en dedans, et je ne sais comment nous ferons.
Appelez le garçon qui couche là. Colin! 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 Scène 8. Georges Dandin, Angélique, Claudine. Georges Dandin, à la fenêtre. Colin, Colin, ah, je vous y prends donc, madame ma femme, et vous faites des escampativos pendant que je dors. Je suis bien aise de cela, et de vous voir dehors à l'heure qu'il est. Eh bien, quel grand mal est-ce qu'il y a à prendre le frais de la nuit? Oui, oui, l'heure est bonne à prendre le frais. C'est bien plutôt le chaud, madame la coquine, et nous savons toute l'intrigue du rendez-vous et du damoiseau. Nous avons entendu votre galant entretien, et les beaux vers à ma louange que vous avez dit l'un et l'autre. Mais ma consolation, c'est que je vais être vengé, et que votre père et votre mère seront convaincus maintenant de la justice de mes plaintes et du dérèglement de votre conduite. Je les ai envoyés quérir, et ils vont être ici dans un moment. Angélique, à part. Ah, ciel! Madame! Voilà un coup sans doute où vous ne vous attendiez pas. C'est maintenant que je triomphe, et j'ai de quoi mettre à bas votre orgueil et détruire vos artifices. Jusqu'ici, vous avez joué mes accusations, ébloui vos parents et plâtré vos malversations. J'ai eu beau voir et beau dire, votre adresse toujours l'a emporté sur mon bon droit, et toujours vous avez trouvé moyen d'avoir raison. Mais cette fois, Dieu merci, les choses vont être éclaircies et votre effronterie sera pleinement confondue. Eh, je vous prie, faites-moi ouvrir la porte. Non, non, il faut attendre la venue de ceux que j'ai mandés, et je veux qu'ils vous trouvent dehors à la belle heure qu'il est. En attendant qu'ils viennent, songez, si vous voulez, à chercher dans votre tête quelques nouveaux détours pour vous tirer de cette affaire, à inventer quelques moyens de rhabiller votre escapade, à trouver quelques belles ruses pour éluder ici les gens et paroître innocentes, quelques prétextes spécieux de pèlerinage nocturne ou d'amis en travail d'enfants que vous veniez de secourir. Non, mon intention n'est pas de vous rien déguiser. Je ne prétends point me défendre, ni vous nier les choses, puisque vous les savez. C'est que vous voyez bien que tous les moyens vous en sont fermés, et que, dans cette affaire, vous ne sauriez inventer d'excuses qu'il ne me soit facile de convaincre de fausseté. Oui, je confesse que j'ai tort, et que vous avez sujet de vous plaindre. Mais je vous demande, par grâce, de ne m'exposer point maintenant à la mauvaise humeur de mes parents, et de me faire promptement ouvrir. Je vous baise les mains. Eh, mon pauvre petit mari, je vous en conjure. Ah, mon pauvre petit mari, je suis votre petit mari maintenant, parce que vous vous sentez prise. Je suis bien aise de cela, et vous ne vous étiez jamais avisé de me dire ces douceurs. Tenez, je vous promets de ne vous plus donner aucun sujet de déplaisir, et de me... Tout cela n'est rien. Je ne veux point perdre cette aventure, et il m'importe qu'on soit une fois éclairci à fond de vos déportements. De grâce, laissez-moi vous dire, je vous demande un moment d'audience. Eh bien, quoi? Ah, il est vrai que j'ai failli. Je vous l'avoue encore une fois, et que votre ressentiment est juste, que j'ai pris le temps de sortir pendant que vous dormiez, et que cette sortie est un rendez-vous que j'avais donné à la personne que vous dites. Mais enfin, ce sont des actions que vous devez pardonner à mon âge, des emportements de jeune personne qui n'a encore rien vu et ne fait que d'entrer au monde, des libertés où l'on s'abandonne sans y penser de mal et qui, sans doute, dans le fond, n'ont rien de... Oui, vous le dites, et ce sont de ces choses qui ont besoin qu'on les croie pieusement. Je ne veux point m'excuser par là d'être coupable envers vous, et je vous prie seulement d'oublier une offense dont je vous demande pardon de tout mon cœur, et de m'épargner, en cette rencontre, le déplaisir que me pourraient causer les reproches fâcheux de mon père et de ma mère. Si vous m'accordez généreusement la grâce que je vous demande, ce procédé obligeant, cette bonté que vous me ferez voir, me gagnera entièrement. Elle touchera tout à fait mon cœur, et y fera naître pour vous ce que tout le pouvoir de mes parents et les liens du mariage n'avaient pu y jeter. En un mot, elle sera cause que je renoncerai à toutes les galanteries
et n'aurai de l'attachement que pour vous. Oui, je vous donne ma parole que vous m'allez voir désormais la meilleure femme du monde, et que je vous témoignerai tant d'amitié, que vous en serez satisfait. Ah, crocodile qui flatte les gens pour les étrangler. Accordez-moi cette faveur. Point d'affaire, je suis inexorable. Montrez-vous généreux. Non. De grâce. Point. Je vous en conjure de tout mon cœur. Non, non, non. Je veux qu'on soit détrompé de vous et que votre confusion éclate. Eh bien, si vous me réduisez au désespoir, je vous avertis qu'une femme en cet état est capable de tout, et que je ferai quelque chose ici dont vous vous repentirez. Eh, que ferez-vous, s'il vous plaît? Mon cœur se portera jusqu'aux extrêmes résolutions, et de ce couteau que voici, je me tuerai sur la place. À la bonne heure. Pas tant à la bonne heure pour vous que vous vous imaginez. On sait de tous côtés nos différences et les chagrins perpétuels que vous concevez contre moi. Lorsqu'on me trouvera morte, il n'y aura personne qui mette en doute que ce ne soit vous qui m'aurez tuée. Et mes parents ne sont pas gens, assurément, à laisser cette mort impunie. Et ils en feront sur votre personne toute la punition que leur pourront offrir, et les poursuites de la justice, et la chaleur de leur ressentiment. C'est par là que je trouverai moyen de me venger de vous, et je ne suis pas la première qui ait su recourir à de pareilles vengeances, qui n'ait pas fait difficulté de se donner la mort pour perdre ceux qui ont la cruauté de nous pousser à la dernière extrémité. Je suis votre valet. On ne s'avise plus de se tuer soi-même, et la mode en est passée il y a longtemps. C'est une chose dont vous pouvez vous tenir sûr, et si vous persistez dans votre refus, si vous ne me faites ouvrir, je vous jure que tout à l'heure, je vais vous faire voir jusqu'où peut aller la résolution d'une personne qu'on met au désespoir. Bagatelle, bagatelle, c'est pour me faire peur. Eh bien, puisqu'il le faut, voici qui nous contentera tous deux, et montrera si je me moque. Après avoir fait semblant de se tuer, Ah! C'en est fait! Fasse le ciel que ma mort soit vengée comme je le souhaite, et que celui qui en est la cause reçoive un juste châtiment de la dureté qu'il a eue pour moi. Ouais, ce roi-t-elle bien si malicieuse que de s'être tuée pour me faire pendre? Prenons un bout de chandelle pour aller voir. Scène 9. Angélique, Claudine. Angélique à Claudine. St, paix. Rangeons-nous chacune immédiatement contre un des côtés de la porte. Scène 10. Angélique et Claudine entrant dans la maison au moment que Georges Dandin en sort, et fermant la porte en dedans. Georges Dandin, une chandelle à la main. La méchanceté d'une femme ira-t-elle bien jusque-là? Seul, après avoir regardé partout. Il n'y a personne. Eh, je m'en étais bien douté, et la pendarde s'est retirée, voyant qu'elle ne gagnera rien après moi, ni par prière, ni par menace. Tant mieux, cela rendra ses affaires encore plus mauvaises, et le père et la mère qui vont venir en verront mieux son crime. Après avoir été à la porte de sa maison pour rentrer. Ha ha, la porte s'est fermée. Oh là, oh, quelqu'un, qu'on m'ouvre promptement. Scène 11. Angélique et Claudine, à la fenêtre. Georges Dandin. Comment? C'est toi? D'où viens-tu, bon pendard? Est-il l'heure de revenir chez soi, quand le jour est près de paraître? Et cette manière de vie, est-elle celle que doit suivre un honnête mari? Cela est-il beau d'aller ivrogner toute la nuit et de laisser ainsi toute seule une pauvre jeune femme dans la maison? Comment? Vous avez... Va, traître, je suis lasse de tes déportements, et je m'en veux plaindre sans plus tarder à mon père et à ma mère. Quoi?
C'est ainsi que vous osez. Scène 12. Monsieur et madame de Sautonville, en déshabillé de nuit. Colin portant une lanterne. Angélique et Claudine à la fenêtre. Georges Dandin. Angélique à monsieur et à madame de Sautonville. Approchez de grâce et venez me faire raison de l'insolence la plus grande du monde, d'un mari à qui le vin et la jalousie ont troublé de telle sorte la cervelle qu'il ne sait plus ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait, et vous a lui-même envoyé querir pour vous faire témoin de l'extravagance la plus étrange dont on n'ait jamais ouï parler. Le voilà qui revient, comme vous voyez, après s'être fait attendre toute la nuit. Et, si vous voulez l'écouter, il vous dira qu'il a les plus grandes plaintes du monde à vous faire de moi, que, durant qu'il dormait, je me suis dérobée d'auprès de lui pour m'en aller courir, et sans autre conte de même nature qu'il est allé rêver. Georges Dandin à part. Voilà une méchante carogne. Oui, il nous a voulu faire accroire qu'il était dans la maison et que nous en étions dehors, et c'est une folie qu'il n'y a pas moyen de lui ôter de la tête. Comment? Qu'est-ce à dire cela? Voilà une furieuse impudence que de nous envoyer quérir. Jamais. Non, mon père, je ne puis plus souffrir un mari de la sorte. Ma patience est poussée à bout, et il vient de me dire 100 paroles injurieuses. Monsieur de Sautonville à Georges Dandin. Corbleu, vous êtes un malhonnête homme. C'est une conscience de voir une pauvre jeune femme traitée de la façon, et cela crie vengeance au ciel. Peut-on... Allez, vous devriez mourir de honte. Laissez-moi vous dire 2 mots. Vous n'avez qu'à l'écouter, il va vous en conter de belles. Georges Dandin à part. Je désespère. Il a tant bu que je ne pense pas qu'on puisse durer contre lui, et l'odeur du vin qu'il souffle est montée jusqu'à nous. Monsieur mon beau-père, je vous conjure. Retirez-vous, vous puez le vin à pleine bouche. Madame, je vous prie. Fi, ne m'approchez pas, votre haleine est empestée. Georges Dandin à monsieur de Sautonville. Souffrez que je vous... Retirez-vous, vous dis-je. On ne peut vous souffrir. Georges Dandin à madame de Sautonville. Permettez de grâce que... Pouah, vous m'engloutissez le cœur. Parlez de loin, si vous voulez. Eh bien, oui, je parle de loin. Je vous jure que je n'ai bougé de chez moi et que c'est elle qui est sortie. Ne voilà pas ce que je vous ai dit. Vous voyez quelle apparence il y a. Monsieur de Sautonville à Georges Dandin. Allez, vous vous moquez des gens. Descendez, ma fille, et venez ici. Scène 13. Monsieur et madame de Sautonville, Georges Dandin, Colin. J'atteste le ciel que j'ai toi dans la maison et que... Taisez-vous! C'est une extravagance qui n'est pas supportable. Que la foudre m'écrase tout à l'heure si... Ne nous rompez pas davantage la tête, et songez à demander pardon à votre femme. Moi, demander pardon? Oui, pardon, et sur le champ. Quoi? Corbleu, si vous me répliquez, je vous apprendrai ce que c'est que de vous jouer à nous. Ah, Georges Dandin. Scène 14. Monsieur et madame de Sautonville, Angélique, Georges Dandin, Claudine, Colin. Allons, venez, ma fille, que votre mari vous demande pardon. Moi? Lui pardonner tout ce qu'il m'a dit? Non, non, mon père. Il m'est impossible de m'y résoudre. Et je vous prie de me séparer d'un mari avec lequel je ne saurais plus vivre. Le moyen d'y résister. Ma fille, de semblables séparations ne se font point sans grand scandale, et vous devez vous montrer plus sage que lui, et patienter encore cette fois. Comment? Patienter après de telles indignités? Non, mon père, c'est une chose où je ne puis consentir. Il le faut, ma fille, et c'est moi qui vous le commande. Ce mot me ferme la bouche, et vous avez sur moi une puissance absolue. Quelle douceur. Il est fâcheux d'être contrainte d'oublier de telles injures, mais, quelque violence que je me fasse, c'est à moi de vous obéir. Pauvre mouton.
Monsieur de Sautonville à Angélique. Approchez. Tout ce que vous me faites faire ne servira de rien, et vous verrez que ce sera dès demain à recommencer. Nous y donnerons ordre. À Georges Dandin. Allons, mettez-vous à genoux. À genoux? Oui, à genoux, et sans tarder. Georges Dandin, à genoux, une chandelle à la main, à part. Oh ciel! À Monsieur de Sautonville. Que faut-il dire? Madame, je vous prie de me pardonner. Madame, je vous prie de me pardonner L'extravagance que j'ai faite. l'extravagance que j'ai faite À part. de vous épouser. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Monsieur de Sautonville à Georges Dandin. Prenez-y garde, et sachez que c'est ici la dernière de vos impertinences que nous souffrirons. Jour de Dieu, si vous y retournez, on vous apprendra le respect que vous devez à votre femme et à ceux de qui elle sort. Voilà le jour qui va paroître. Adieu. À Georges Dandin. Rentrez chez vous, et songez bien à être sage. À Madame de Sautonville. Et nous, m'amour, allons nous mettre au lit. Scène 15. Georges Dandin, seul. Ah, je le quitte maintenant, et je n'y vois plus de remède. Lorsqu'on a comme moi épousé une méchante femme, le meilleur parti qu'on puisse prendre, c'est de s'aller jeter dans l'eau la tête la première. Fin du 3e acte. Fin de Georges Dandin ou le mari confondu par Molière.